Nous attaquons les sujets chauds de l'actualité sportive. Nous défendons nos points de vue. Nous bloquons les revers. Bienvenue au 5e trio. Cette athlète-là, c'est la plus dominante de son sport, puis je serais même prête à dire de l'histoire de ce sport. Regarde, tu parles beaucoup mon fil, là, mais tu parles beaucoup pour rien dire. On va calmer la testostérone dans la place, hein? On va tranquillement. Ne manquez pas le segment Octogone pour voir la plus grande rivalité au pays. Vous pouvez voter en direct sur nos réseaux sociaux pour voir si vous aussi, vous seriez KO. J'espère que vous allez pas m'en vouloir. Non, Unel, pourquoi tu nous fais ça? Est-ce que je peux avoir ma ceinture? On se voit ce samedi matin, 10h55. Les Jeux olympiques de Paris, la Coupe du monde de soccer sur plage et les championnats universitaires U-Sports. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui au 5e trio, le trio le plus important hors de la glace. Mon nom est Chloé Corbeil, je suis toujours accompagnée de Philippe, mais là aujourd'hui on a une chroniqueuse invitée, Marianne. Comment ça va aujourd'hui les amis? Bien, je vous avoue qu'il y a un petit peu de tristesse. Là. Il y a une légende du hockey qui nous a quittés cette semaine, Jean-Guy Talbot. Et on envoie toutes nos pensées à la famille. La légende du hockey va quand même beaucoup nous manquer. Ouais, ben moi, en fait, je vole encore sur ma victoire au segment Octogone. Donc, je sais pas comment, je vais essayer de donner un petit peu plus de Pas besoin de chance, non, ça va aller. OK, super. Ben écoute, c'est drôle que t'en parles, je vais devoir t'apprendre parce qu'on va en avoir besoin lors du segment Octogone. Et là, tout de suite, là, dans moins de 5 mois, on va assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris. Et il y a 4 nouveaux sports, dans le fond, qui ont été instaurés là, officiellement. Et ça veut dire ça, des nouveaux sports, nouveaux espoirs. Alors, est-ce qu'il y a des athlètes canadiens qui ont encore jamais participé aux Jeux olympiques qu'on veut voir briller là, et qu'on sait qu'ils vont offrir une bonne performance? Mais moi, j'ai très, très hâte de voir performer Phil Wizard ou Philippe Kim de son vrai nom. Donc, l'athlète ontarien s'est illustré en breakdance, notamment au dernier Jeux panaméricain en 2023 à Santiago où il avait remporté l'or. Donc, vraiment, je pense que ça pourrait être une médaille pour les JO pour le Canada cet été en breakdance. Puis toi, Phil? Ben moi, honnêtement, Marianne, moi, je vais y aller avec l'espoir canadien. Oscar Baudran, qui excelle en ce moment en escalade sportif. Il a 18 ans, c'est un jeune espoir, mais il a terminé 5e au Panaméricain de Santiago en 2023, juste derrière son compatriote olympique, Sean McCall, l'autre athlète canadien qui va participer avec lui. Il va le parrainer un peu, parce que lui, il a déjà vécu les Jeux en 2021, donc il va pouvoir le parrainer. Et c'est toujours agréable de voir des jeunes athlètes performer sur l'écran international, là, comme un peu Summer McIntosh, qui, elle, n'en est pas à ses premiers Jeux olympiques, mais ça va être toujours agréable de la voir performer. Dans moins de 2 semaines, là, ce sera le début du tournoi d'Indian Wells. Est-ce qu'un représentant de l'Unifolier va pouvoir un peu nous causer des surprises, là? Bon, on risque de sonner pessimiste, là. Moi, non. Je vois pas de surprise s'en venir. On n'est pas vraiment dans les meilleures dispositions. Ça fait quelques semaines que nos joueurs traînent la patte, là. Félix Auger-Aliassime, qui n'a pas dépassé les 8e de finale à sa dernière compétition. Milos Raonic, qui est encore blessé. La seule joueuse qui peut-être pourrait surprendre, c'est Leila Fernandez, mais on va se le dire, c'est pas la plus constante de l'Unifolier, là. En effet, mais là, tu exagères un peu quand même. Oui, c'est vrai qu'elle est inconstante, mais elle est en grande forme. En fait, ses performances sont en intervalle, donc un petit peu comme l'année passée. L'an dernier, elle a été à Wimbledon et elle a fini au 2e tour, mais a repris dans ses deux prochains tournois de Washington et la Coupe Rogers. Elle a terminé en 8e de finale, donc c'est comme une montagne russe un peu d'épreuves, de constance. Mais justement, en ce moment, elle a commencé la saison au 2e tour. Elle a fini au 2e tour dans son premier tournoi en Australie. Oui, puis elle a fini. Puis en ce moment, elle a terminé en quart de finale au tournoi de Doha et en 16e à Dubaï. Donc c'est en ce moment en grande évolution, mais justement, moi, je veux mettre tout son espoir en elle pour le tournoi de Wimbledon. Eh bien, comme on se dit, les montagnes russes, à un moment donné, ça remonte. Alors, on sent qu'elle est dans une piste montante et qu'elle va peut-être nous revenir avec des belles performances suite à ce tournoi-là. Et un sport qui gagne à être connu là, et que nous voulons parler aujourd'hui, c'est le soccer de plage, oui. Et ça tombe bien parce que présentement, c'est la Coupe du monde de soccer de plage. Là, la finale est demain. Et qui, croyez-vous, va gagner? Là, on sait que le Brésil a quand même gagné 5 fois. Est-ce que la dynastie va enfin s'arrêter? Bien, honnêtement, c'est tellement... c'est hallucinant
ce sport à regarder. Je donne la chance à l'Italie de remporter ce tournoi. Pourquoi? Bon, en fait, l'Italie a remporté l'Euro Beach Soccer League en 2023. Donc, même formation, même résultat. Est-ce que ça va leur donner plus de chance? Je le sais que en ce moment, le Brésil a accédé à la finale. En ce moment, l'Italie joue contre la Biélorussie. Mais l'Italie, justement, s'est interposée 4-2 dans son dernier match contre la Biélorussie. Mais son dernier match contre le Brésil, ça avait fini comment, Phil? 8-4, je te l'accorde. Pour le Brésil. Non, mais je veux dire, est-ce que tu as déjà vu les équipes sur le jeu, là? Le Brésil est hallucinant. Les spectateurs à la maison, ça vaut le détour comme sport, là. Vraiment, on parle d'une équipe créative, autant dans son habileté technique que dans ses formations, une qualité de jeu, de feinte hallucinante et avec une saison autant presque parfaite. On parle sur 9 matchs joués, 7 victoires, 2 matchs nuls et des joueurs comme Bruno Malias. Là, moi, j'ai aucun doute que c'est le Brésil qui va dominer. Bon, on va voir si la dynastie va perdurer, comme la dynastie de Phil qui gagne la ceinture à maintes reprises depuis le début de la saison. Exactement. Là. Parce que oui, c'est votre moment préféré. On rentre dans le segment Octogone où nos deux concurrents ici vont devoir s'affronter et se battre pour leurs opinions. On vous a mis plus tôt aujourd'hui sur nos réseaux sociaux les questions qui vont être posées à nos deux panélistes et vous allez pouvoir déterminer en direct lequel de ces deux concurrents va remporter et lequel va être KO. On commence tout de suite avec la ronde 1. Shai Gilgeous-Alexander fait partie des favoris pour gagner le prix du joueur le plus utile de la NBA. Est-ce que ça ferait de lui le meilleur basketteur canadien de tous les temps? Non. Honnêtement, non. Bon, c'était rapide. Ben, c'est très rapide. En fait, moi, quand je pense à excellence dans la NBA, un joueur canadien qui est excellent, je parle de Steve Nash, qui a eu 2 MVP dans sa carrière de NBA. Il a un talent incroyable en dribblage. C'est un excellent passeur. Il a mené la NBA à 5 reprises en termes de passes décisives. Il est complètement hallucinant à regarder. Puis, je veux dire, les passes décisives sont très importantes. C'est ce qui mène la construction d'un jeu jusqu'au but. Donc, c'est important. Il y a les passes décisives, mais il y a aussi les points gagnés. C'est quand même ça qui fait gagner le match. Puis les statistiques ne mentent pas. Là, à sa meilleure saison, Steve Nash avait une moyenne de points par match de 17,9. Shai, là, en ce moment, il est à 21,9 points par match en moyenne. Il domine le terrain. C'est déjà le meilleur joueur. Là. Mais écoute, les auditeurs sont totalement en accord avec Philippe. C'est la nostalgie. C'est la nostalgie. Il trouve qu'un basketteur là, qui a été intronisé au temple de la renommée de basketball, là, c'est difficile à battre. Et il pense que Shai a encore du pain sur la planche avant de le battre. On passe à la ronde 2 maintenant. Les championnats canadiens de U-Sports sont à nos portes. Et plusieurs disciplines sportives vont devoir combattre et on va pouvoir déterminer quel est le meilleur programme universitaire. Mais pour vous, quel est le meilleur programme universitaire là, de l'histoire du sport universitaire? Bien, sans aucun doute, le rugby féminin de l'Université Laval. Honnêtement, ils sont complètement dominantes. En novembre dernier, ils ont gagné le championnat canadien de rugby. Et en fait, j'ai fait le calcul. Cette année, ils ont fait le cumulatif par match, environ, c'est un cumulatif moyen, de 39 points de plus que son adversaire. Donc, ils ont été complètement dominants, en sachant que au rugby, un essai... En fait, il compte pour 3 à 5 points. Donc, c'est complètement hallucinant. Bien, définitivement. Moi, j'aurais aimé ça, donner mon club préféré, flag football de l'UDM. Là, ça fait seulement 3 années qu'ils sont sur la map, mais on parle de 3 victoires consécutives. Mais le flag football n'est pas encore reconnu par le U-Sport. Donc, c'est pour ça que je me range du côté du football masculin de U-Laval. Moi aussi, le rouge et or, je veux dire, les chiffres ne mentent pas. 11 victoires à la Coupe Vanier, c'est pas rien. Hey, c'est un club qui, quand même, a beaucoup de victoires historiques. Et les auditeurs sont totalement en accord avec toi, Marianne. Là, ils sont d'accord. Ils pensent que le Rouge et Or, ça devrait être le meilleur programme universitaire. Et juste cette année, là, ils ont quand même un recrutement de fou. Là. Les 3 prix de la RSEQ de recrue par excellence ont été attribués à des joueurs de l'Université Laval en football. Donc, c'est quand même incroyable. Et là, maintenant, on passe quand même à la ronde décisive. Là. Le hockey féminin a été rempli cette année d'action, d'adversité, de férocité et surtout d'engouement. On a battu des records en matière de téléspectateurs et de spectateurs. Là. Quelle équipe va être couronnée là, suite à cette première saison dans la Ligue professionnelle de hockey féminine?
L'engouement risque pas de redescendre de sitôt, surtout avec le Minnesota qui domine. Là. Je veux dire, elles ont dominé toute la saison, elles vont continuer de le faire. On parle de 7 victoires, on parle de joueuses solides, des marqueuses impressionnantes comme Grace Zumwinkle qui est présentement 3e au classement, juste derrière Alex Amperter qui joue pour New York. Et sinon, une gardienne aussi totalement solide, là, Madame Nicole Hensley qui, toute l'année, a été absolument imposante et vraiment réactive dans le but. Là. Complètement. Mais tu as parlé de Grace Zumwinkle, mais moi, je vais te parler de l'équipe montréalaise, l'équipe féminine montréalaise. Grace Zumwinkle a 9 points durant sa saison, mais à Montréal, 3 filles ont 9 points dans la saison. Donc, je pense qu'ils ont un petit avantage. Ouais, Montréal est à surveiller. Là, puis même au niveau gardienne, Anne-Renée Desbiens là, est quand même solide. Là. Ouais, quand même. Quand même, pour de vrai, on va pas se mentir. Et les auditeurs sont quand même partagés, là, mais il y a un petit penchant pour Philippe et l'équipe de Montréal. Malheureusement, tu sais, quand tu as dans ton équipe Anne-Renée Desbiens, surnommée aussi le mur, là, c'est difficile de battre ça. Là. Moi, je la compare des fois à un octopus là, avec 8 bras. Elle arrête tout ce qui vient vers elle. Donc, je n'ai pas la ceinture. Là. On m'a pas de chance la première fois. Malheureusement, non. La ceinture, elle va être encore à Philippe. Là. Je voudrais remercier tous nos partisans qui nous écoutent. Je suis choyé ça va, d'être dans vos cœurs et dans votre télévision. Bon, Philippe, ça suffit. Là, on sait déjà que tu as déjà rejoint la Ligue des vainqueurs, mais nous, on va vous parler de vainqueurs et de gens qui ont eu des performances incroyables cette semaine parce que c'est le moment des étoiles de la semaine. Tu nous portes ça, Marianne, avec ton étoile de la semaine? Bien, on a parlé de Ligue de hockey féminine et j'ai le goût de continuer dans la lancée des joueuses vraiment formidables qu'on a marquées. Moi, mon étoile, c'est la capitaine de l'équipe de soccer canadienne, Jessie Fleming, officiellement capitaine depuis tout récemment. Et pour son premier match en tant que capitaine, elle a dominé le match. On parle d'un blanchiment pour l'équipe salvadorienne, 6-0 pour le Canada. Jessie a vraiment toutes les qualités pour tirer son équipe vers le haut avec elle. Moi, je vais y aller avec mon étoile de la semaine qui a justement tiré son équipe vers le haut et je parle de la curleuse. Oui, ça s'appelle comme ça. La curleuse Rachel Homan, c'est la capitaine de l'équipe de curling de l'Ontario. Et en fait, en ce moment, il y a le tournoi... Il est en train de se dérouler le tournoi des cœurs à Calgary. C'est le plus grand championnat féminin de curling au monde. Et ils ont vaincu l'équipe du Canada, en fait, de Carrie Enarsson, qui, elle, a cumulé 4 championnats consécutifs de victoires, en fait. Oui. Donc, ils ont freiné son élan. Et, bien, en fait, ce soir, il va jouer la demi-finale contre l'hallucinante athlète olympique Jennifer Jones. On se rappelle en 2013 que Jennifer Jones et Rachel Homan s'étaient affrontés et ont justement ça va être perdu en demi-finale. Exactement. Je te pensais pas autant fan de curling, Philippe. Je devrais être curleur. Mon cousin est curleur, puis c'est une activité complètement hallucinante à faire. C'est vraiment cool. Bon, là, ça suffit. Moi, je vais vous parler d'un vrai champion, Austin Matthews, là, qui a battu cette semaine un record, 50 buts et plus dans une saison. S'il continue à ce rythme-là, il va être rendu à 77 buts et 112 points à la fin de la saison. C'est quand même incroyable. On peut dire que le premier choix de repêchage de 2016 ne déçoit personne et l'équipe qui l'avait prise peut se compter chanceux de le compter parmi ses joueurs. C'est un joueur dominant qui va continuer de dominer. Alors, ce soir, ça va être le match des Sénateurs contre les Golden Knights. Je pense qu'on peut s'attendre à une défaite des Sénateurs, mais on va quand même rester à l'affût et regarder ce match-là. Et pour nous, bien, on se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus d'actualités sportives.